Voici une photo de sport d'hiver qui m'inspire pour faire une belle aquarelle de nuages. Cette photo est intéressante pour deux raisons, à cause des nuages et aussi à cause des sapins qui seront à contre-jour. Je vais bien sûr le traiter avec d'autres couleurs, mais cette photo me servira que de support. Comme le ciel est en jaune, puisque c'est un coucher de soleil, je vais peindre un fond de jaune transparent sur l'ensemble de ma feuille très bien humidifié à l'avance. Une fois que cette couche de jaune aura été peinte, j'ouvre bien sûr un blanc à la place du soleil et je laisse sécher complètement ma feuille. Une fois que cette feuille sera totalement sèche, je la réhumidifierai afin de commencer à peindre mes pigments colorés pour exprimer les nuages. Je prépare des jus colorés très saturés et en grande quantité. Il est évident de ne pas tomber en panne en cours de réalisation. Pour ne pas ennuyer le spectateur et trouver du plaisir à regarder vos nuages, qui sont que des grandes masses grises, il faut faire des variations de couleurs. Légères, sans trop de différence non plus, mais les unes fondues dans les autres sans réellement laisser de marque. Ma couleur de base sera un gris coloré fait de marron de périlène et de bleu d'indanthrène. Le pourcentage sera plus porté sur le bleu d'indanthrène que le marron de périlène, afin d'avoir un gris bleuté. Tout de suite, je charge ma feuille en pigments de ce mélange, mais en laissant les espaces clairs qui feront des ouvertures dans les nuages. Je cherche à couvrir avec à l'œil une forme qui me convient. Voilà, par exemple, là j'ai suffisamment rempli ma feuille. Maintenant, je vais commencer à recharger avec des nouveaux pigments, toujours dans l'humide de la feuille. En aucun cas, cette feuille doit sécher. Si cette alternative vous arrive, pulvérisez de très très loin avec votre petit pulvérisateur pour maintenir votre feuille humide. Ainsi, vous pourrez travailler très longuement sans pour autant avoir des zones qui sèchent. Je recharge assez vite avec des pigments bleus, plus particulièrement dans le haut, et j'assombris la base de mon ciel avec des pigments un peu plus sombres, tirant plus vers les bruns. Lorsque vous mettez une couleur sur un côté, ici par exemple à droite, je fais toujours des rappels de cette même couleur à d'autres endroits de la feuille. En l'occurrence, vous pouvez voir une petite touche en haut et une petite touche à gauche. Je recharge en pigment et pour déposer mes pigments, j'utilise le pinceau presque à plat. Une fois que j'ai bien saturé ma feuille avec les coloris qui me plaisent, en quantité suffisante, je vais revenir avec des jus toujours liquides, mais des dépôts très légers avec la pointe de mon pinceau en effleurant. Actuellement, j'ai pris un pinceau très chargé en eau et je viens ouvrir des petites lumières dans mes masses grises de mes nuages. Souvent, ces masses, en séchant et en s'étalant, deviennent monotones parce qu'elles finissent en un grand aplat gris sans intérêt. C'est pourquoi, maintenant que mon papier est toujours dans l'humidité, soit j'ouvre des petites lumières avec un pinceau humide chargé avec de l'eau, soit je reviens avec des gris légers, toujours humides. Actuellement, vous voyez, dans les zones lumineuses, je viens donner une forme à mes nuages. Sachant que le papier va continuer à sécher et la douceur de mes traits vont totalement disparaître. Il faut être un petit peu attentif à toute zone de votre feuille, soit que ça ne sèche pas, mais aussi adoucir votre soleil pour que les bords ne soient pas trop durs et trop secs. Donc pour ça, je reviens tamponner avec un papier humide. Sur la partie de droite, la zone est un petit peu dense au niveau pigment, il manque peut-être de lumière.
Pour l'instant, j'ai le projet de rouvrir une lumière que je viens avec un papier sopalin. J'ouvre légèrement de la lumière et je vais redéposer des pigments de bleu de cobalt. Cette couleur va repousser les anciens pigments et se fondre dans les couleurs existantes. Donc, une fois sec, ce bleu restera dominant dans cette zone. Vous pouvez faire ainsi des corrections intéressantes si la masse est trop remplie et trop grise sans intérêt. Attention de ne jamais revenir avec un pinceau trop chargé en eau. Ça serait immédiatement des auréoles. Sur la photo originale, dans cette zone-là, j'ai quelques sapins qui sont dans la brume et au plus loin, on peut voir d'autres masses très sombres. Afin de la réaliser, je redépose des pigments bleus dans cette zone-là pour marquer des sapins au lointain. Vous pouvez remarquer que j'effleure à peine le papier. Actuellement, mon soleil est en train de sécher, donc j'ai humidifié avec de l'eau le centre de mon soleil, et avec la pointe du pinceau humide, je viens rediluer très doucement les bords qui commençaient à sécher, et en frottant tout doucement, je redonne la forme du soleil et je donne un arrondi. Ainsi, j'aurai un bord bien dégradé. Je redépose dans l'humidité de mon dégradé un tout petit peu de jaune transparent taché d'orange Windsor pour donner un halo lumineux un peu jaune sur les bords de mon soleil, pour éviter une rupture trop franche. Voilà, j'ai bien posé mon jus et je le laisse dégrader doucement dans le papier. Attention, si vous posiez un jaune liquide ou trop liquide, immédiatement la couleur partirait dans les bords bleus de votre ciel et ça serait vraiment gâché. Donc toujours un pinceau légèrement moins humide que le papier. Et je dégrade le bord avec un petit peu de pinceau gratteur. Mon renforcement de cette zone n'était pas assez fort, je suis obligé de remettre une deuxième couche pour marquer des sapins plus loin. Mais une masse, ce n'est pas des sapins isolés, c'est simplement une masse. Mon papier est toujours humide en dessous. Je fais une forme assez inégale pour suggérer des sapins au loin et j'affine le bord entre la neige et les sapins. Voilà, ma zone maintenant est sèche. Vous pouvez voir l'effet de brouillard au lointain. Et je vais commencer le long travail de la peinture des sapins au premier plan. Dans la zone de droite, j'ai un enchaînement de petits sapins de petite taille et ces sapins-là sont pris dans une espèce de vapeur et de brouillard. Donc leur présence sera assez esquissée et légère et bien transparente. Pour cela, je vais utiliser des jus colorés, mais avec beaucoup d'eau. Je vous rappelle que pour peindre ces sapins, il faut que votre papier soit parfaitement sec. Attendez vraiment qu'il soit sec à cœur. Si votre papier est légèrement humide sur le dos ou sur la partie du cœur du papier, immédiatement ça fera vous n'aurez pas de précision dans votre peinture. Chaque touche de pinceau va venir se diluer et vous n'aurez pas la précision. Je vais vous expliquer ultérieurement la technique pour peindre les sapins, qui est un petit peu toujours la même, mais en tout cas, je vais vous l'expliquer pour la partie de gauche. En plus, je vais zoomer pour que vous ayez une meilleure vision de la méthode. Ce qui est important, c'est que lorsque vous allez peindre un sapin,
le deuxième sapin que vous allez peindre va se diffuser dans le premier, excepté la pointe bien entendu. Et ainsi, en avançant doucement de la droite vers la gauche, ou de la gauche vers la droite si vous êtes droitier, l'ensemble des sapins formeront une masse compacte, sans transition, et en voyant le minimum les coups de pinceau. Donc, si vous voulez, ça demande de préparer une grande quantité de pigments. Surtout, préparez-en en grande quantité dans un coquetier, dans un fond de godet. N'ayez pas peur un petit peu de gâcher, parce que si vous tombiez en panne en cours d'exécution, vous ne retrouveriez pas la couleur, votre sapin vont sécher, quand vous reprendrez, on verrait assez bien les reprises, donc ça ne serait pas aussi joli, aussi fondu. Donc, préparez une grande quantité de sapins. Maintenant, je vais commencer les sapins de gauche, qui seront un peu plus denses en couleur. Voilà, je place un premier sapin. Chaque sapin a bien entendu sa hauteur propre. Et souvent, par exemple, là, juste à côté de celui-ci, sur la gauche, il va y avoir un petit sapin, un peu plus petit, mais qui viendra se fondre dans le sapin de droite. Ainsi, j'aurai une masse grise et compacte. Ce qui est important, il y a en gros pour déterminer un sapin, il y a un tiers précis pour la pointe du haut, c'est-à-dire toute la partie du détail. Ça sera un tiers, là ce que je suis actuellement en train de faire, et les 2 tiers qu'il reste seront la masse du sapin en dessous. Ces 2 tiers, je les peindrai très rapidement en écrasant bien mon pinceau pour remplir toute la zone rapidement. Ainsi, je gagne de la vitesse dans l'exécution. Donc vous avez un tiers pour 2 tiers. Un tout petit sapin. Vous pouvez remarquer que mon pinceau est très écrasé et c'est avec les quelques poils de l'écrasement qui me permettent de démarrer mon sapin et d'avoir quelque chose de très précis et de très, très fin. Parce que si vous voulez, l'œil accroche cette partie haute, mais après, ça part dans l'ensemble. Donc, ce n'est pas la peine de donner du détail. L'autre méthode aussi, qui n'est pas mauvaise, comme vous pouvez le voir actuellement, c'est de partir à l'envers. Vous pouvez remplir votre pinceau de pigment très liquide et commencer par le bas. Remplir rapidement toute la zone du bas et remonter doucement. Quand vous arriverez dans le haut, votre pinceau étant plus sec, vous arriverez peut-être à avoir une meilleure précision dans l'exécution. Vous voyez, là, je termine un axe, plus les branches du haut, en forme de V, et je descends ma forme. Un sapin n'est pas un cône triangulaire. C'est, si vous voulez, c'est une partie, il y a des parties plus larges, des parties moins longues. Vous voyez actuellement, là, je descends l'axe et je trace toujours dans l'humide quelques troncs dans les parties claires. Là, je suis dans la partie compacte du sapin, donc je ne donne pas finalement de grande qualité. J'écrase mon pinceau pour remplir toute la zone, tout en laissant quand même parfois des petits blancs passés. Et je termine ma pointe. Un autre sapin, donc un axe vertical, je forme un V et
un autre plus bas en laissant un petit peu d'espace entre eux. Je descends mes branches, je fais attention de ne pas trop peindre dans le sapin de gauche, non de droite, et je termine la base. Pour faire donc un sapin, je fais un axe. Voilà, donc un axe, un V de chaque côté. Et je remonte les V de chaque côté d'une manière un petit peu inégale. Et je remplis. Alors la couleur vous paraît beaucoup plus sombre parce qu'en fait le jus est très liquide, donc il n'a pas encore séché. Mais vous pouvez vous apercevoir dans quelques minutes que l'ensemble est homogène au niveau densité. Bien affiner le bord en bas, donc je recommence, un axe, vous voyez. Ensuite, je me donne une base pour finir et je remonte en forme de V quelques branches sur le sommet, légèrement inégales et beaucoup plus denses sur l'axe. Voilà, vous avez pu remarquer 1, 2, 3, 4 V. Après, il suffit de remplir l'ensemble. Bien sûr, quand vous remplissez tout le corps des sapins, laissez passer un tout petit peu de blanc pour suggérer quand même la lumière qui passe au travers. Je reviens faire quelques troncs, quelques axes, très fins, pas trop forts, et surtout de bien les peindre uniquement dans les parties blanches, dans les parties lumineuses. Si le coup de pinceau est un petit peu trop sombre, vous pouvez éclaircir avec vos doigts. Vous voyez, on voit bien là, voilà du blanc. Là, je fais un tronc dans la partie blanche et là dans la partie blanche. Si on faisait un axe total, c'est impossible d'avoir ça puisque vous avez des branches devant qui cachent le tronc, donc vous ne pouvez pas faire un trait vertical du haut en bas. Vous ne voyez que le tronc que dans les trouées des arbres. Encore un sapin. Mon axe. Je monte mes V un peu inégales, vous voyez. Cette partie, donc, est très précise. C'est celle qui attire l'œil. Tandis qu'en dessous, plus de questions, on remplit. Vous pouvez même utiliser, si vous voulez aller vite, deux pinceaux. Vous pouvez avoir un pinceau fin pour faire le premier tiers en haut qui est précis, et un pinceau un peu plus gros pour peindre le corps et pour aller beaucoup plus vite. De toute façon, la vitesse d'exécution est avantageuse. Vous pouvez remarquer que tous les arbres de droite sont de même densité au niveau valeur.
il faut faire des zones compactes. Vous voyez là, il y a une grosse zone compacte, mais il y a un vide après, et plus une autre zone compacte, et ainsi de suite. Les arbres ne sont pas comme ce qu'on appelle des arêtes de poisson, hein, avec une branche à gauche, une branche à droite, bien répartie, allant de plus en plus large, comme les sapins de Noël en plastique qu'on nous vend dans les supermarchés. Voilà, je vais terminer mon dernier sapin. Pour le sol, vous allez voir à la fin, je vous présente l'aquarelle terminée. Donc le sol étant un tout petit peu trop marqué au niveau de la touche, puisque c'est de la neige, ça demande d'être beaucoup plus fluide. Je l'ai lavé et adouci considérablement avec un spalter pour donner quelque chose de plus lisse et plus neigeux. Là actuellement, mon sol est trop ressemblant à un sol avec des rochers. Ah, cette zone noire n'est pas aussi noire, hein, ça va s'éclaircir en séchant et on aura une bonne densité. Une fois que j'aurai fini tous mes sapins, je reviendrai effectivement un petit peu par marquer des zones un tout petit peu plus sombres, un petit peu moins sombres, mais avec beaucoup de subtilité. J'affine le sol. Et par endroits, je viens un petit peu assombrir la base, comme s'il y avait des jeunes sapins ou des petits buissons en attente, pour créer un petit peu de la profondeur. Une petite reprise pour créer mon volume. Uniquement sur ceux de gauche, ceux de droite étant dans la brume, c'est totalement inutile. Vous pouvez faire, une fois que vous avez terminé, pour donner quelque chose de vivant, vous pouvez faire 2-3 oiseaux dans le ciel. Et voilà, l'aquarelle terminée. Donc vous pouvez voir que j'ai donc bien lavé le sol pour adoucir et donner un effet de neige. J'assombris la partie de gauche derrière les sapins, la partie au milieu est éclairée par le soleil et je réassombris la partie de droite. Voici une autre version que j'ai faite sans avoir peint trop le ciel jaune à l'avance, en laissant plus de blanc, en marquant de bleu de cobalt sur la partie de droite pour créer une lumière, et un sol beaucoup plus lisse, beaucoup plus neigeux, comme s'il n'y avait pas de traces de pas, et beaucoup plus fluide. Voilà, vous avez toutes les explications maintenant, et si le cœur vous en dit, vous pouvez faire une expérience vous-même et me l'apporter afin de voir votre travail. Je vous souhaite un bon courage.